Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez bien entendu vous abonner, ou plutôt vous devez vous abonner. Une chaîne YouTube ne fonctionne que si vous vous abonnez, que si vous diffusez les vidéos, bien sûr, si vous les appréciez, si vous likez, comme on dit en bon français, et si vous partagez. Aujourd'hui, je vais vous parler du djihadisme, du terrorisme islamiste, pas de l'islamisme. Nous avons fait, pour ceux qui veulent quelque chose de fond sur l'islamisme en général, nous avons fait déjà 2 interventions, 2 vidéos que vous pouvez retrouver sur cette même chaîne YouTube, Alexandre Delval. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la suite des attentats de Moscou. Nous avons développé la dernière fois l'État islamique au Khorasan, ou Vilayet Khorasan, la branche Asie centrale de l'État islamique qui est née en 2015 dans le contexte de la guerre en Syrie, mais alimentée par une scission des talibans afghans, eux-mêmes suivis par toute une sorte de franchisés de groupes d'Asie centrale qui font le djihad déjà contre les pays ex-soviétiques, musulmans laïcs, ex-soviétiques, donc ces républiques, vous savez, assez autoritaires et liées à la Russie, et ils font également le djihad contre les Russes en Syrie, en Afghanistan, dans la vallée de la Fergana, en Asie centrale en général, en Tchétchénie, au Caucase, Ingouchie, Daghestan, Tchétchénie, vallée du Pankissi en Géorgie, où il y a beaucoup de réfugiés tchétchènes qui ont fui Kadyrov et Poutine et qui sont l'opposition islamiste. Et ça nous amène en France, puisque cette mouvance que j'appellerais l'islamisme russophone, qui est devenue l'élite du djihadisme, non pas d'Al-Qaïda, mais plutôt, même s'il y en a aussi chez Al-Qaïda, mais qui est devenue l'élite du djihadisme de l'État islamique, cette élite du djihadisme de l'État islamique s'est entraînée à partir de 2014, création de l'État islamique en Irak et dans le pays de Cham, Daesh. Donc, Dawla al-Islamiyya fi Irak ou al-Sham. Ce Daesh, ISIS en anglais, État islamique, on dit en France souvent groupe État islamique pour ne pas tomber dans leur rhétorique de dire État, etc., etc. Eh bien, l'élite de l'État islamique au niveau mondial, ce sont des Tchétchènes. Omar el-Shishani a été le numéro 2 pratiquement de l'État islamique en Syrie. Il a été tué par, bien entendu, par un drone qui l'a identifié, et il a été succédé par un ancien chef du renseignement et des opérations spéciales du Tadjikistan qui s'est retourné et qui est devenu un djihadiste, Gubulmov, et celui-ci est devenu le ministre de la guerre de l'État islamique, donc des Tchétchènes, des Dagestanais, des russophones du Caucase, mais aussi, comme les Tadjiks, mais aussi quelques Ouzbeks, aussi quelques Kazakhs, quelques Kirghizes. On a vu beaucoup d'ex-soviétiques, des ressortissants des républiques ex-soviétiques, turcophones et russophones, parce que ce sont des pays turcophones pour la plupart, sauf le Tadjikistan qui est plus persophone, mais ce sont tous des républiques ex-soviétiques qui parlent également le russe, et ils se sont retrouvés dans un djihadisme international entre russophones, entre guillemets, de même que les Belges, les Français et pas mal de Maghrébins se retrouvaient entre francophones. Il y avait des espèces de groupes ethno-linguistiques à l'intérieur de l'État islamique, et le lien avec nous, eh bien, c'est que par exemple le professeur Dominique Bernard et le professeur Samuel Paty. Mon ami Stéphane Simon, d'ailleurs, sort un livre très intéressant sur Samuel Paty et nous ferons une vidéo avec lui très bientôt. Stéphane Simon, auteur d'un livre fondamental sur Samuel Paty, l'enquête, ce qu'il en est, le contexte. Donc, un livre que nous présenterons sur la chaîne YouTube. Ce sera mon premier invité, d'ailleurs, dans cette chaîne, puisque nous allons commencer à inviter d'autres personnes que j'aime bien, que je connais, que j'estime, ou dont les travaux méritent d'être connus. Donc le lien avec nous, c'est que ces terroristes russophones ou d'ex-Union soviétique ou de Russie, puisque la Tchétchénie est toujours partie intégrante de la Fédération de Russie, ont déjà commis des attentats chez nous. Alors ce n'étaient pas des attentats projetés, type Bataclan, très organisés, beaucoup de logistique, projeté, c'est-à-dire commandité directement par une cellule opérationnelle de l'État islamique dans un territoire étranger, comme c'était le cas d'opérations comme le Bataclan ou d'autres attentats comme ceux de Bruxelles, l'aéroport, etc., qui ont été commis à partir de l'État islamique, notamment en zone Syrie-Irak. Les Tchétchènes ou Dagestanais ou Tchétchènes que l'on a retrouvés à la tête de petites mini-cellules et qui ont agi souvent même plutôt seuls, même s'il y avait des complices, notamment contre ces 2 professeurs, ont plutôt été des gens qui ont commis un attentat
inspirés, c'est-à-dire inspirés par l'État islamique, et justement cette même branche de l'État islamique Khorasan qui est de plus en plus internationaliste et qui est la plus active à l'international, à l'intérieur de l'État islamique. On a aussi des faisceaux qui montrent que c'est tout à fait plausible que ce soit l'État islamique qui ait frappé Moscou, comme il frapperait d'autres théâtres de guerre, puisque l'État islamique frappe partout. Un exemple, en janvier dernier, le 3 janvier dernier, le jour de la commémoration de l'assassinat par un missile américain du général Soleimani, qui a été tué en Irak, le général Soleimani qui dirigeait les forces opérationnelles iraniennes à l'extérieur, qui gérait le Hezbollah, les proxys iraniens en Irak ou ailleurs. Et le jour de la commémoration de sa mort, eh bien, on a eu un attentat de l'État islamique au Khorasan qui a fait près de 90 morts. En 2021, déjà, à Kaboul, là, contre des talibans, l'État islamique avait perpétré un attentat qui a fait plus de 170 morts, plus 170 morts civils et principalement afghans, plus 13 soldats américains, donc les Américains étaient visés. Dans la même année, on a déjà eu, en 2022, on a eu un attentat contre l'ambassade de Russie à Kaboul, toujours en Afghanistan, commis également par l'État islamique du Khorasan, donc le Daesh au Khorasan, en Asie centrale, la branche la plus active de Daesh, qui a été créée en 2015 en Syrie pendant le contexte de la guerre civile syrienne, lorsque, pour venir au secours des rebelles islamistes qui voulaient renverser Bachar el-Assad, plusieurs organisations islamistes sont arrivées et ont recruté des djihadistes du monde entier en Syrie. Il y avait des groupes frères musulmans, il y avait des groupes islamistes pro-saoudiens, pro-qataris, il y avait des groupes islamistes turkmènes, donc dirigés, commandités par la Turquie à travers différents groupes, mais aussi l'armée syrienne libre, et il y avait aussi les branches El-Nosra, donc Al-Qaïda en Syrie, et l'État islamique en Syrie. À partir de là, de nombreux attentats ont été projetés sur le sol français et européen, Espagne, Bruxelles, Nice, Paris, et encore Nice, etc. Et donc, il y a vraiment une action de cet État islamique international assez importante. Et depuis la fin de l'État islamique, ou plutôt depuis sa réduction, il n'est pas mort, mais il est en train même de se reconstituer, mais depuis l'affaiblissement de l'État islamique dans sa base syro-irakienne, eh bien, les attentats projetés depuis la Syrie ont cessé, ou ont fortement diminué, voire cessé, et on parlait depuis quelque temps, depuis l'assassinat de Samuel Paty et du professeur Bernard, on parlait plutôt d'attentats inspirés, toujours inspirés par l'État islamique, mais beaucoup moins projetés, puisque pour projeter, il faut avoir des moyens, il faut avoir une base arrière. Et ce que nous apprend l'attentat de Moscou, c'est que les attentats projetés redeviennent possibles. L'État islamique, qui n'est plus l'État islamique en Syrie et en Irak, qui n'est plus la branche syro-irakienne la plus puissante. Aujourd'hui, la branche la plus puissante et la plus active à l'international, capable de projeter des attentats islamistes, c'est la branche justement d'Asie centrale, tadjik, ouzbek, afghane. Donc c'est cette branche État islamique du Khorasan qui a perpétré des attentats à Saint-Pétersbourg en 2017 dans le métro de Moscou, 15 morts, en Iran 3 janvier dernier, 90 morts, et à Kaboul, 170 morts, et qui a également essayé de projeter un attentat en novembre 2022. Il y a une enquête en cours, un Russe musulman turcophone et un Tadjik ont été arrêtés, et il y a une enquête sur cet attentat de Strasbourg projeté directement par l'État islamique au Khorasan. On voit bien qu'il y a une volonté de frapper partout et pas uniquement la Russie. Et on voit bien que c'est cette branche Asie centrale qui a tendance à être plus active aujourd'hui et à réussir des coups, parce que quand même, Kaboul, Téhéran et Moscou, c'était des attentats comparables au 14 juillet à Nice ou au Bataclan. Des attentats de grande ampleur avec des commandos entraînés, armés, qui savent comment tirer, qui sont équipés, organisés. Ça demande toute une logistique, une structure et un entraînement. Et dans le cadre des Jeux Olympiques qui vont arriver, les services secrets américains, occidentaux, européens et français sont certains que l'État islamique, surtout cette branche la plus active du Khorasan, les mêmes qui ont frappé Moscou, se préparent,
se préparent pour profiter de différents événements. Alors, salle de concert un peu partout, ça c'est constant, c'est le lieu de la mécréance absolue, il y a un côté justicialiste et pas que opportuniste, il y a un côté aller punir la mécréance, l'idolâtrie, puisque jouer au foot, adorer une star de foot ou adorer une star de rock pour l'État islamique, c'est l'idolâtrie. C'est sortir du tawhid, l'unicité, c'est associer à Dieu autre chose, c'est la pire des choses possibles, c'est le pire des péchés et qui doit être puni par la mort dans la mentalité salafiste wahhabite en général, parce que les wahhabites saoudiens étaient déjà comme ça, mais a fortiori dans le salafisme djihadiste ou le wahhabisme djihadisé, comme c'est le cas de l'EI, qui est beaucoup plus wahhabite doctrinalement que Al-Qaïda, qui était plus influencé par les frères musulmans, même si les deux quand même sont extrêmement proches au niveau des idées et de la carte qu'ils projettent de l'État islamique qui doit reprendre l'Espagne, qui doit reprendre tout Israël, qui doit reprendre la Sicile, les Balkans. Dans l'État islamique, l'Asie centrale s'appelle Khorasan, d'où le nom de l'État islamique au Khorasan, mais les Balkans s'appellent Oroba et l'Espagne s'appelle El Andalus. Il y a toute une représentation d'un califat mondial qui aura plusieurs zones, dont une zone européenne. Donc le califat islamique vise l'Europe. Les attentats en Espagne ont été, en 2017, Cambril et Barcelone ont été perpétrés au nom du retour nécessaire de l'Espagne à l'islam, au nom de la mémoire de El Andalus. La revendication était extrêmement claire, et la revendication pour Moscou, c'était la dette de sang du fait que la Russie a fait couler énormément de sang musulmans depuis l'Afghanistan, l'Asie centrale, la Tchétchénie et bien sûr la Syrie, qui était un véritable carnage, et les Iraniens et leurs alliés russes ont sauvé le régime de Bachar al-Assad, qui était en proie à un djihadisme international tous azimuts, al-qaïdiste et État islamique. Donc on voit bien, la menace est très présente partout où il y a des contentieux, et pour nos auditeurs, il faut savoir que pour l'État islamique, finalement, Israël, c'est presque le dernier des contentieux. L'État islamique vise l'Iran, l'État des chiites maudits. Il faut savoir que quand l'État islamique a été créé dans sa branche irakienne, avec une scission d'Al-Qaïda à l'époque de Zarqawi. Zarqawi, qui est l'ancêtre de l'État islamique, qui était le chef de la branche irakienne et qui était en bisbille avec le chef d'Al-Qaïda à l'époque, Zawahiri, et avec Ben Laden, on lui reprochait, donc à l'ancêtre de l'État islamique, de faire une véritable fixette sur les chiites. Il voulait avant tout frapper les chiites, et les chiites en Irak, qui étaient liés aux chiites de l'Iran, l'État iranien considéré comme l'État impérial du Shah et de ces mécréants zoroastriens pré-islamiques qui seraient restés en fait, comme les Kurdes, secrètement des non-musulmans, qui seraient des apostats. D'ailleurs, quand l'attentat a été commis en Iran, 3 janvier dernier, c'était contre des apostats. Donc on voit bien que cette branche de l'État islamique, elle est obsédée par les chiites. Ensuite, elle est obsédée par les Russes, qui sont les plus grands tueurs d'islamistes depuis 40 ans, depuis l'Afghanistan. Elle est obsédée également par la France. Un numéro spécial de l'État islamique, je maudis la France, montre bien que la France, par sa laïcité, ses campagnes contre le voile, contre la burqa, est un État qui serait parmi les plus laïcards, islamophobes et anti-musulmans du monde. En plus, l'engagement de la France pendant plusieurs années, même si maintenant c'est fini, dans le Sahel et avec le G5 Sahel et l'opération Barkhane, etc. La France est considérée par sa politique laïcarde en France, anti-voile et anti-séparatisme islamiste, mais aussi par sa politique en Afrique, depuis la déstabilisation de Kadhafi. La France a énormément essayé de réparer ce qu'elle avait créé, en fait, puisqu'en déstabilisant Kadhafi, la France a entraîné des métastases djihadistes dans toute l'Afrique noire, et ensuite elle est intervenue pour secourir le Mali, agressé par des forces séparatistes alliées à des djihadistes. Donc la France aussi, c'est un énorme ennemi pour l'État islamique, après la Russie. Après l'Inde aussi. L'Inde, au même titre que l'Iran, est considéré comme le pays du polythéisme, de la mécréance et aussi de l'apostasie, puisqu'il y a aussi des musulmans indiens qui sont partie prenante du gouvernement indien. Donc l'Inde et aussi la Chine. La Chine a été frappée à plusieurs reprises par les attentats islamistes. Alors, la Chine a répondu avec des manières encore plus totalitaires que la Russie. Là, c'était pas quelques oreilles coupées. On a eu des déportations massives d'Ouïghours et des rééducations, des camps de rééducation, sans parler de ceux qui ont été tués. Donc, on voit bien, si on sort un peu de notre nombrilisme occidental ou judéo-chrétien, eh bien, l'État islamique n'a pas vraiment investi la cause palestinienne. La cause palestinienne, elle arrive en dernier, bien après la France, bien après les États-Unis, bien après l'Inde,
ennemi absolu polythéiste, bien après l'Iran, ennemi apostat chiite, qui voudrait supprimer le sunnisme et remplacer le sunnisme par le chiisme apostat. On voit bien que même la Belgique, même la Suède, récemment l'État islamique a perpétré des menaces contre la Suède, contre le Danemark. La Suède, puisque des Corans avaient été brûlés par des laïcards athées, etc. Et le Danemark pour les fameuses caricatures de Mahomet. D'ailleurs, Erdogan lui-même avait conditionné des bonnes relations avec la Suède à l'arrêt de la liberté, à la cessation de liberté pour ceux qui brûlent des Corans et qui blasphèment. On voit bien qu'il y a un contentieux énorme de toute la sphère islamiste, djihadiste ou politique contre un certain nombre de pays européens, la France, la Suède, le Danemark, qui seraient des pays de mécréants, d'apostats, qui encourageraient l'apostasie des musulmans, des pays islamophobes, des pays qui tueraient des musulmans, comme la France, ou des pays qui souilleraient l'islam, comme le Danemark et la Suède. Donc, il faut arrêter de penser que la cause palestinienne est centrale, que ce serait elle le moteur du djihadisme, elle arrive en dernier. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs que le djihadisme du Hamas, qui a des points communs avec Al-Qaïda, puisque les deux viennent des frères musulmans, les deux ont utilisé la technique du djihadiste suicidaire, mais le Hamas n'est pas du tout en bonne relation avec les grandes centrales djihadistes, ni avec Al-Qaïda, ni avec l'État islamique, et l'État islamique et Al-Qaïda ne perpètrent que très rarement des attaques au nom de la Palestine, pratiquement jamais. Alors, on a ressuscité récemment, depuis l'attaque du 7 octobre en Palestine contre Israël, ou plutôt en Israël, perpétrée par des djihadistes palestiniens, on a ressuscité une vieille lettre de 2001 de Ben Laden, qui lui avait un côté un peu plus tiers-mondiste, époque de la guerre froide, qui avait utilisé la cause palestinienne parmi les différents griefs, mais c'était pas le principal, puisque le grief du 11 septembre, même lui, ce n'était pas la Palestine. Certains l'ont dit, mais c'est faux. Le grief du 11 septembre, c'était le fait que l'Amérique a fait une première guerre en Irak en 1990, et le chef suprême du wahhabisme saoudien, Bin Baz, avait dit normalement, des mécréants n'ont pas le droit de fouler le sol de l'Arabie sans se convertir, et encore moins le droit d'avoir des armes et un pouvoir sur les musulmans. Donc ce sera une exception due à la nécessité, darura, parce que dans le wahhabisme, il est impossible d'accepter des mécréants qui ont un pouvoir sur des croyants. Et les islamistes saoudiens, très remontés contre les Américains à cause de cette présence en Irak, mais aussi en Arabie, pour protéger l'Arabie contre Saddam Hussein, il avait été décidé que les Américains devraient partir très vite. Or, ils sont restés des années, puisque en 2003, ils étaient toujours dans la zone, et ils ont refait une seconde guerre contre Saddam Hussein en 2003, mais régulièrement, pendant des années d'embargo contre l'Irak de Saddam Hussein, les Américains étaient présents et avaient une présence militaire et politique, avec une forte, avec de très nombreux soldats, avec tout ce qu'ils ont su, avec leurs rabbins, leurs aumôniers catholiques ou protestants, et même leur littérature pornographique, etc., etc. Et donc, pour le monde islamique wahhabite et salafiste, c'était quelque chose d'horrible de voir que l'ancien allié, entre guillemets, en Afghanistan contre les Russes soviétiques était devenu en fait une force occupante, et le 11 septembre avait pour but de venger le fait que les musulmans étaient humiliés par une occupation par des troupes américaines des lieux saints de l'islam, ou en tout cas du pays des lieux saints de l'islam. On voit bien que dans tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, la Palestine est minime, voire inexistante. La grande ignorance de ceux qui parlent d'islamisme sans être connaisseurs, c'est de croire que l'islamisme radical de type djihadiste ne serait que la réaction du sionisme, la réaction au sionisme. Absolument pas. Les griefs sont avant le sionisme. Le djihadisme et l'islamisme radical sont nés au XIXe siècle contre les politiques de l'Empire ottoman de l'époque, le Tanzimat, qui avait pour but de libérer les femmes, les esclaves et les non-musulmans du statut d'inférieur. Les trois grandes inégalités de la charia, l'avant-dernier empereur ottoman avait décidé les Tanzimat. C'était des sortes de réformes, des idées nouvelles, et en réaction était né le salafisme moderne, parce que le mot déjà existait, mais le salafisme moderne, essentiellement wahhabite, porté par ce clan extrêmement rigoureux islamiste radical qui se réfère à l'école de Ibn Taymiyyah et d'Ibn Hanbal, donc la quatrième école juridique la plus radicale de l'islam sunnite,
bien que le wahhabisme ait aussi pris des libertés, mais il vient de ce courant-là. Donc l'islamisme doctrinal qui refuse toute modernité, toute laïcité, et qui va combattre les mécréants et les apostats par le djihad, il est né au XIXe siècle, avant même, bien avant la création de l'État d'Israël, et même avant même le livre de Theodor Herzl sur le sionisme, puisque le livre de Theodor Herzl sur le sionisme, c'est 1898, et les tanzimates et la réaction aux tanzimates, c'est le milieu du XIXe siècle. Mais même, de toute façon, l'islamisme existait déjà, mais la forme moderne, elle n'est absolument pas liée à la naissance d'Israël, elle a été en réaction à des politiques de pays musulmans qui voulaient réformer l'islam ou qui voulaient adapter l'islam à la modernité. C'est une réaction à l'intérieur de l'islam contre des musulmans accusés d'apostasie parce qu'ils voulaient adapter l'islam à la loi et à la politique moderne. Et qui était bien sûr contre ce califat qui aurait une obligation de conquérir toute l'humanité. C'est pour ça que les islamistes djihadistes réhabilitent tout le temps et diffusent des cartes du califat, contrairement à ceux qui ont voulu réformer l'islam, dépolitiser l'islam, adapter l'islam à des nations modernes, des États-nations qui sont l'opposé du projet islamiste califal. Les islamistes djihadistes veulent rétablir un califat et la raison pour laquelle ils se battent, c'est un califat mondial qui récupérera l'Espagne, qui récupérera les pays baltes, les pays des Balkans, qui récupérera la Méditerranée, qui fut un moment ou un autre soumise à l'islam, comme la Sicile, la Serbie, etc., qui récupérera aussi l'Inde, qui fut dominée pendant 5 siècles par la dynastie moghole, qui a fait le fameux Taj Mahal, mémoire contre laquelle lutte Modi, l'hindouiste radical au pouvoir en Inde, qui est une bête noire de l'islamisme radical, qui subit des attentats à l'Inde régulièrement. On voit bien que le théâtre de guerre du djihad est mondial. En tout cas, pour cette branche de l'État islamique, qui est très internationaliste, la branche dont nous parlons depuis deux séances de vidéo, la branche du Khorasan, le djihad est mondial, le mécréant est partout, et il n'est que et Israël n'est qu'un mécréant parmi tant d'autres, ce n'est pas le principal, et ce n'est pas le front principal, et ce n'est pas la dette de sang principale. La dette de sang principale, c'est avec les Russes, et ensuite les Américains et les Français. Donc je pense que tout cela, il fallait le rappeler, et ça montre bien, pour conclure, que à la veille, quelques mois avant les Jeux Olympiques, mais aussi d'une manière générale, la menace djihadiste est extrêmement importante. Premièrement, parce que les attentats projetés qui avaient diminué après la chute de l'État islamique en Syrie, Irak, chute entre guillemets, ces attentats redeviennent possibles, on l'a vu avec l'Iran et avec Moscou. Et avec Kaboul, et surtout avec Moscou, puisque c'est plus récent, l'État islamique peut de nouveau projeter des attentats du même type que le Bataclan, qui nécessite une organisation. Mais en plus du retour de la menace exogène projetée, il y a une augmentation mathématique de la menace endogène inspirée. Pourquoi pas aussi un moment reprojeté, mais pour l'instant inspiré. C'est ce que j'appelle le djihad civilisationnel que j'ai développé dans un article de Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que le djihad civilisationnel? Je suis un musulman en France, réfugié, immigré, fils d'immigré, légal ou clandestin, peu importe, et je suis manipulé par, ou je suis instruit, hein, on va rester neutre comme en géopolitique, je suis instruit par quelqu'un qui va me montrer quel est l'islam orthodoxe. Or, dans l'islam orthodoxe, dans la charia, enseigné aujourd'hui encore dans la plupart des mosquées et des livres de religion islamique sunnite, et j'en ai parlé avec le grand imam d'El-Azhar en Égypte qui a confirmé que la peine de mort pour les apostats est quelque chose de tout à fait enseigné et de tout à fait orthodoxe. Si j'apprends que l'apostat, l'homme qui quitte l'islam, doit être tué. Et ça, je l'apprends avec un islam légal officiel. Et si j'apprends aussi que celui qui se moque de l'islam, qui insulte le prophète, qui fait des caricatures, qui met des prophètes, ou surtout un prophète en position de nudité, etc., etc., et qui oblige des enfants, ou qui incite, ou qui montre tout simplement ces caricatures, ou qui en parle à des enfants dans des écoles, dont des musulmans. Dans l'islam classique, il est prévu également la peine de mort contre la personne qui va insulter le prophète, Allah, blasphémer ou commettre ce péché parmi les plus graves après le shirk, après l'associationnisme, après le paganisme et l'idolâtrie ou à égalité, le blasphème doit être puni de mort. Si j'apprends qu'on doit punir de mort celui qui se moque des musulmans ou qui persécute les musulmans ou qui insulte les musulmans,
il est très facile de passer à l'acte. Un moment, par exemple, le Tchétchène qui se référait à l'État islamique, mais qui n'était pas projeté, qui était un Tchétchène qui habitait en France, issu d'une famille de réfugiés tchétchènes islamistes qui avaient fui Kadyrov, parce que Kadyrov n'est pas un islamiste classique, c'est un musulman très conservateur, mais surtout nationaliste, qui est un chef de confrérie. Or, les confréries, comme les marabouts en Afrique, les confréries en Asie centrale ou dans le Caucase, ont toujours été ennemis des salafistes et des wahhabites. C'est quelque chose qui est terrible pour eux, c'est leur pire ennemi. C'est vraiment un islam confrérique contre un islam wahhabite salafiste. Donc beaucoup de gens qui ont fui Poutine, et surtout son bras droit, qui est en fait extrêmement libre, Kadyrov, qui était le seul qu'on a trouvé pour limiter, pour réduire les djihadistes en Tchétchénie, on n'a pas trouvé mieux qu'un chef de guerre tchétchène. Eh bien, les gens qui viennent en France, qui sont réfugiés politiques russophones, notamment ingouches, dagestanais, tchétchènes, ou tchétchènes de Géorgie, dans la vallée du Pankissi, il y a beaucoup de tchétchènes, si vous voyez, il y a toute une diaspora tchétchène qui a quitté la Tchétchénie, puisqu'en Tchétchénie, il n'y a plus aucun droit de cité pour les islamistes, salafistes, wahhabites ou frères musulmans. Donc ils ont quitté, ils sont allés soit dans différentes djihad dans le monde, de la Syrie au Daghestan, en Géorgie. Certains ont réussi à passer les mailles des filets et se retrouver en Turquie. Et beaucoup ont trouvé le refuge dans des pays européens comme candidats en demande ou acceptés au statut de réfugiés politiques ayant fui la dictature de Kadyrov en Tchétchénie, qui est donc le régime de Poutine. Donc, par anti-poutinisme, par rejet de la Russie, et je ne dis pas qu'il faille être pro-Poutine, mais on a été un petit peu aveuglé, puisque quelqu'un est contre Poutine, on a pensé que c'était quelqu'un de bien. Si quelqu'un fuit le régime russe, il est forcément une bonne personne. Or, du coup, on a fait venir parmi des candidats, des demandeurs d'asile qui ont quand même une protection et des aides, parmi les demandeurs acceptés ou pas d'asile, on a pas mal de Tchétchènes qui sont déjà issus de familles extrêmement radicalisées, habitués au djihad, et qui ont une vision positive du djihad contre les mécréants et les apostats, comme les Russes qu'ils combattent. Eh bien, si je suis un Tchétchène qui vient de ce milieu-là, qui est un réfugié d'une famille, issu d'une famille qui est pro-djihadiste ou qui a été djihadiste ou qui est très islamiste, si j'ai appris depuis mon enfance qu'il est normal d'utiliser la violence pour défendre les musulmans, et si en plus il y a des frères musulmans d'associations qui ont pignon sur rue, qui m'expliquent que Samuel Paty est une ordure qui a obligé des musulmanes innocentes et pures à regarder de la pornographie blasphématrice qui mettait Mahomet dans des positions absolument atroces, je suis indigné, et comme j'ai appris que l'islam classique n'est pas uniquement mon islam familial djihadiste, mais mon islam classique, y compris enseigné en France, dans les ouvrages des frères musulmans, et j'en veux pour preuve l'ouvrage de Kardawi, en vente libre, la référence suprême des frères musulmans, qui sont dans le Conseil français du culte musulman, les frères musulmans qui ont pignon sur rue en Occident, qui ne sont pas du tout considérés djihadistes. Dans l'ouvrage best-seller « À l'usage des musulmans » de M. Kardawi, il est écrit que l'une des 3 raisons pour lesquelles un musulman peut tuer quelqu'un, c'est contre l'adultère, contre l'apostat et contre le blasphémateur. Donc, c'est ce que j'appelle le djihad civilisationnel. Je vais vouloir venger les musulmans ou les musulmanes qui ont persécuté des musulmans ou insulté des musulmans, puisque l'islam classique m'en donne le droit. Ce djihadisme-là, théologique, purement théologique, je dirais qu'on apprend au catéchisme islamiste, il est normal de tuer un apostat ou un mécréant qui persécute des musulmans ou quelqu'un qui insulte et qui blasphème. Ce djihadisme-là, il est presque impossible à arrêter aujourd'hui, puisque l'orthodoxie de cet islamisme, pas forcément djihadiste, apprend dans des mosquées qui ont pignon sur rue, dans des livres en vente libre, on apprend déjà, je le répète, il est écrit noir sur blanc dans l'ouvrage de Kardawi, le licite et l'illicite, que l'on peut tuer quelqu'un qui se moque des musulmans ou du prophète ou qui blasphème. Donc, ce djihadisme-là, il n'est pas que d'atmosphère. C'est un djihadisme théologique et civilisationnel qui est naturel. Il est normal dans l'islam classique de tuer un apostat ou un blasphémateur. Ce djihadisme-là, parce que c'est une forme de djihadisme, quand on va tuer un professeur et qu'on lui coupe la tête, c'est du djihadisme. Même si c'est en fait l'application d'une règle de la charia qui est écrite noir sur blanc. Ce djihadisme-là, impossible à juguler puisque rien n'a été fait pour avoir un islam de France qui soit républicain
uniquement spirituel et qui bloque la politisation et l'enseignement de la violence, c'est-à-dire un islam qui s'occuperait que de spiritualité et un islam qui serait lié à l'État ou à des instances de régulation qui, comme dans beaucoup de pays musulmans, contrôlerait les prêches et les littératures que l'on peut trouver dans les différents centres islamistes et mosquées. Dans la mesure où cet islam-là, que j'appelle un islam, si vous voulez, sous contrôle, mais ça ne veut pas dire que c'est de l'islamophobie, puisque dans les pays musulmans, ça se fait. Dans les pays musulmans, un imam n'a pas la liberté de dire ce qu'il veut dans le sermon du vendredi. Il est contrôlé dans la plupart des pays musulmans, parce que les pays musulmans sont les premiers à savoir que si des imams ne sont pas limités dans leur propension naturelle à faire de la politique et à vouloir politiser la religion et impliquer le politique et pousser la politique à adopter des règles chariatiques qui comprennent entre autres la punition de mort pour l'apostasie et le blasphème, les États musulmans savent que ce serait un bain de sang. Et donc, les États musulmans, les premiers, contrôlent l'islam, c'est-à-dire que dans les pays musulmans, l'islam est régulé. Et les sermons, les littératures enseignées sont régulées. Eh bien, il n'y a rien d'islamophobe à ce que la France fasse la même chose. Donc, dans la mesure où ceci n'a pas été fait, ce djihadisme civilisationnel ou juridique ou théologique diffus, qui n'est même pas d'atmosphère, c'est tout simplement l'application de la charia, elle va faire de plus en plus de morts. Il y aura de plus en plus de professeurs tués ou menacés, s'ils sont protégés, en tout cas ils seront menacés. La démission du proviseur récemment en est une preuve, mais Redeker jadis et plein de professeurs, etc. Et surtout d'ailleurs, ce qui est étonnant, ce ne sont pas les professeurs islamophobes d'extrême droite, les fachos, les racistes, qui sont agressés. Ceux-là, ils disent l'islam, Zemmour par exemple va penser que l'islam est violent, l'islam est totalitaire, ça ne vexe pas les djihadistes. Ce qui vexe les djihadistes, c'est plutôt le professeur laïcard, un peu gauchiste, socialisant, républicain, très progressiste, qui va défendre le LGBT, le wokisme, qui sera content de voir qu'un musulman puisse lui aussi devenir homosexuel ou qu'une musulmane puisse aller avec qui elle veut dans le lit de qui elle veut. Celui-là, un petit peu comme Theo Van Gogh qui avait été tué par un militant d'Al-Qaïda en Hollande, le libertaire, le communiste, le libéral, le LGBTiste, le wokiste, celui-là, celui qui blasphème, le Charlie Hebdo, est beaucoup plus visé par ce djihadisme civilisationnel que l'identitaire qui ne va pas blasphémer parce qu'il n'aime pas trop ça et qui va dénoncer une violence islamiste. Donc on voit bien, l'État républicain est fou. Puisque l'État républicain est plutôt du côté de ce progressisme avec la France des droits de l'homme, la Révolution française, avec le droit du blasphème qui est sacré en France. On ne comprend pas trop pourquoi les djihadistes ont pu se référer à une doctrine de la charia classique qui est en fait librement enseignée dans de très nombreuses mosquées, notamment celle des Turcs, celle des Indo-Pakistanais, celle des salafistes et celle des frères musulmans. Donc on voit bien ce djihadisme civilisationnel diffus, juridique, théologique, il va croissant avec la réislamisation des musulmans. Quand un musulman se réislamise, ça paraît pléonasme, mais ça veut dire en fait, quand on dit réislamisation, en France depuis Gilles Kepel, depuis les années 90, ça veut dire qu'il redevient beaucoup plus observant et politique. Il redevient partie prenante d'un projet politico-juridique. Et donc, quand des musulmans se réislamisent et réapprennent la charia dans sa version la plus radicale, eh bien, ils apprennent, entre autres, que le djihad est légitime pour défendre l'islam contre ceux qui en font obstacle à son extension ou pour annoncer l'islam face à ceux qui sont des blasphémateurs ou des ennemis de l'islam, ou parfois le djihad aussi défensif quand un musulman est persécuté par un non-musulman. Donc, ce djihad-là est en pleine progression et rien n'est fait pour l'empêcher d'un point de vue doctrinal parce que le vrai combat, ce serait doctrinal. Et le djihad projeté, par contre, que l'on croyait disparu, projeté soit de Palestine avec ceux qui veulent imiter le Hamas, on a vu que le lendemain du 7 octobre, on a vu un nouveau djihadisme différent de celui d'Al-Qaïda ou de Daesh, un djihadisme pro-palestinien avec plusieurs attentats qui ont été commis, notamment en Belgique et en France, juste après l'attentat du 7 octobre, des attentats mimétiques qui sont pas forcément liés au Hamas, mais pour lesquels le Hamas a donné une sorte de légitimité supplémentaire. Je vais tuer, a dit le Tunisien qui a massacré des Suédois en Belgique, je vais tuer des blasphémateurs, mais c'était quand même aussi juste après que les Israéliens aient tué des Palestiniens en représailles du 7 octobre. On avait aussi l'attentat contre le professeur Bernard. Donc on voit bien, un attentat peut être projeté de plusieurs zones. Aujourd'hui, les zones, ce ne sont pas
En tout cas, c'est pas le Hamas principalement qui va projeter des attentats. Le Hamas va donner une légitimité, ce que j'ai appelé la relégitimation du djihadisme pro-palestinien. Le pro-palestinisme, l'antisionisme, la haine du juif et l'antisémitisme est en pleine recrudescence aujourd'hui parce que le théâtre de guerre Hamas-Palestine, Hamas-Israël, donne une sorte de légitimité tiers-mondiste, progressiste, par rapport à la Palestine, un djihadisme qui serait plus un djihadisme tous azimuts, mais qui va venger les Palestiniens humiliés. Mais ça, c'est un attentat, ça va être plutôt un djihadisme inspiré. Ce qui se passe en Israël va donner des motivations à ceux qui sont indignés par le fait que la cause palestinienne est abandonnée par beaucoup de pays arabes et que Israël est aidé par beaucoup de pays occidentaux. Par contre, ce qui projette, c'est plutôt Al-Qaïda et surtout l'État islamique et la branche Asie centrale de l'État islamique, donc l'État islamique Khorasan. Et ces attentats projetés vont être multipliés ces prochaines années parce que l'État islamique se reconstitue. Il a beaucoup souffert pendant quelques années quand il a concentré ses forces. Le monde entier venait aider le djihad en Syrie. Ce djihadisme-là a été jugulé par les Iraniens, les Russes, les Kurdes, les Occidentaux, la coalition et l'État syrien. Et donc, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? L'État islamique a repris du poil de la bête en Afrique sahélienne, subsaharienne, donc le lieu d'action du G5, l'Afrique de l'Ouest saharienne. Il est en train de progresser aussi en Afrique du Sud-Est, Mozambique, avec un mouvement Shebab, pas celui de Somalie. Celui de Somalie est plutôt pro-Al-Qaïda. Le mouvement Shebab du Mozambique est plutôt pro-Daesh. Donc on a un Daesh qui se multiplie en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Asie centrale, on l'a beaucoup dit avec le Khorasan, en Asie du Sud-Est, dans la zone Philippines, Malaisie, Indonésie, une énorme recrudescence de mouvements locaux qui existaient déjà, mais qui sont des franchisés de Daesh. Et donc, cette internationalisation, cette stratégie beaucoup plus internationaliste de l'État islamique, particulièrement du Khorasan, Asie centrale, qui est devenu l'élite de l'État islamique depuis la perte du foyer syro-irakien, c'est le Khorasan, l'Asie centrale, qui est devenu le principal foyer de recrutement de djihadistes extrêmement aguerris depuis 40 ans, depuis la guerre russe en Afghanistan, et ceux-là sont devenus, sont sortis de leur foyer, si vous voulez. Pendant très longtemps, les Afghans ne combattaient qu'en Afghanistan. Pareil pour les Tadjiks. Depuis 2017, l'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg, commis par l'État islamique au Khorasan, on a vraiment une prépondérance de cet islamisme d'Asie centrale qui maintenant n'est plus que en Asie centrale, mais qui veut devenir l'élite de l'État islamique et qui veut porter, à la suite des Syro-Irakiens, qui veut porter le djihad mondial et le projeter notamment en Russie, en Iran, en Inde et en Occident, et notamment dans le maillon faible de l'Occident, la zone molle qu'est l'Union européenne. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, likez, cliquez, diffusez, partagez. N'oubliez jamais que cette chaîne ne vit que grâce à votre soutien, et surtout, n'oubliez jamais que si vous ne vous intéressez pas à la géopolitique s'intéressera à vous.